Juste un petit mot sur moi, donc Idéa Oudad, je suis le fondateur et dirigeant d'IoD Solutions. Nous, notre métier, en fait, on est un cabinet de conseil spécialisé en IA pour aider à la prise de décision opérationnelle dans les supply chains. Donc notre positionnement, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans la supply chain, il y a bien sûr les ERP, il y a la partie métier, d'organisation, etc. Mais une des clés de transformation pour la supply chain de demain, c'est les supply chains qui vont être capables de mieux décider en exploitant le potentiel qui est contenu dans leurs données, et notamment ce potentiel d'information, il peut être exploité grâce à l'IA. En fait, le point de départ, c'est le suivant, le constat que je fais et que je pense que vous partagerez aussi avec moi, c'est qu'il y a deux tendances antagonistes en fait sur la supply chain. Il y a l'optimisation, c'est-à-dire on veut optimiser les flux, être lean, être juste à temps, pas avoir de stock en trop. Et depuis le Covid en particulier, on l'a vu que ça a éclaté à la face de tout le monde, mais c'est encore plus le cas et ça va quand même le rester même dans les années qui viennent, c'est la notion d'incertitude. Donc en fait, on a cet antagonisme entre le just in case, c'est-à-dire je veux pouvoir gérer les incertitudes et s'il se passe quelque chose, je veux pouvoir réagir, et le just in time. Et ça, c'est antagoniste. Pourquoi ? Parce que l'optimisation, c'est sympa, je veux optimiser les process, je veux éviter les surstocks, je veux pas trop d'inventaire, je veux tout bien comme il faut. Mais quand je suis optimisé, forcément, je ne peux pas bien m'adapter lorsqu'il y a un peu d'incertitude sur la demande et pouvoir servir tout le monde. Et donc du coup, les supply chains, elles sont prises dans cet effet ciseau entre je veux optimiser à fond, mais en même temps, il faut que je puisse avoir une capacité d'adaptation. Et donc ça a un impact sur les décisions opérationnelles. C'est-à-dire qu'avant, supply chain du XXe siècle, je pouvais me permettre de dire, je décide une fois par an, mes niveaux de stock, ma politique de sécurité, etc. Et puis après, je suis tranquille parce qu'en fait, j'ai juste à gérer mes opérations et c'est fini. Mais ça, ce monde-là, il est fini. Parce que, comme je l'ai expliqué, il y a la notion d'incertitude qui vient percuter ça. Et donc ça veut dire que les décisions opérationnelles, elles sont de plus en plus fréquentes à prendre. C'est-à-dire la réallocation des stocks, les décisions de réappro, etc. Il y a une fréquence de plus en plus importante sur la prise de décision dans la supply chain. Ça, c'est un premier élément sur les décisions opérationnelles. Et la deuxième chose, c'est que la criticité, l'impact en fait de chaque décision augmente aussi. Donc en fait, l'antagonisme entre optimisation de la supply chain et incertitude, donc le just in case et le just in time, la conséquence opérationnelle concrète pour les équipes supply chain, c'est qu'elles doivent décider de plus en plus fréquemment et avec des impacts de plus en plus importants. Et aujourd'hui, elles ont, en tout cas en termes de maturité, il n'y a pas beaucoup d'outillage ou pas assez pour pouvoir en fait outiller les équipes et qu'elles puissent répondre à ce défi opérationnel. Et pour savoir de quoi on parle, en fait, moi, je vous propose une définition de l'intelligence artificielle qui est, c'est la mienne, hein, mais elle a le mérite de, je trouve, poser de quoi on parle dans un contexte opérationnel et d'optimisation, d'utilisation de l'IA pour les opérations. Donc l'IA pour moi c'est un ensemble de technologies, donc c'est pas un outil, c'est pas une brique, c'est un ensemble de technologies. Donc il y a un panel d'outils et de briques qu'on peut utiliser qui permettent quoi ? Qui permettent l'automatisation de processus de décision. Ça c'est clé à comprendre, c'est que quand on parle d'IA, l'impact derrière c'est que je vais automatiser toute ou partie d'une décision. Dans la supply chain, c'est automatiser mes décisions de réapprovisionnement. Quelle quantité je commande à quel fournisseur ? Je peux le faire avec un ERP, bien sûr, mais là où l'IA va pouvoir amener de l'intelligence en plus, c'est je vais le faire de façon optimale en considérant l'historique de commandes, en considérant tout un tas de critères, de paramètres, et je vais pouvoir croiser toutes ces données pour prendre des décisions optimales sur mon réappro. Et cette automatisation du processus de décision, elle peut être complète ou partielle. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les supply chains, et nous, c'est pas ce qu'on recommande de toute façon, le sujet, c'est pas de vouloir automatiser toutes les prises de décision, c'est d'outiller les équipes opérationnelles pour qu'elles aient les outils pour pouvoir décider et avoir cette aide à la décision sur les décisions clés. Et ça, bien sûr, là, c'est là où reste la partie de process et de définition du process métier pour se dire, oui, je veux avoir un outil qui va m'aider à me donner tel type d'information, et pour prendre tel type de décision. Et c'est la deuxième partie de la phrase, en fait, et de la définition qui pose le plus problème dans le déploiement opérationnel de l'IA dans les équipes opérationnelles et dans la supply chain.
c'est qu'en fait, avec l'IA, il y a la notion de perte de contrôle, c'est-à-dire qu'on n'a pas la nécessité de formaliser des règles explicites. Quand j'ai un MRP classique ou quand j'ai des décisions de réappro basées sur des niveaux de stock, de seuil, de dire lorsque le stock descend sous telle valeur, alors j'enclenche une commande, tout le monde comprend à quel moment je décide d'enclencher la commande. Là, quand on passe sur des approches IA, on va utiliser des données historiques, des expériences pour réoptimiser et prendre des décisions opérationnelles, mais qui ne vont pas se baser sur une règle explicite. Et la règle explicite la plus simple à comprendre, c'est pour piloter la température, le chauffage dans cette pièce. Si c'est au-dessus de 19 degrés, alors je coupe le chauffage. Si c'est en dessous, je rallume le chauffage. Ça, c'est une règle explicite, tout le monde la comprend. La différence avec l'IA, c'est qu'on va pouvoir utiliser toutes les données, toute l'historique, toute l'expérience qui est contenue dans ces données pour pouvoir prendre des décisions, pas seulement sur une règle explicite, mais sur tout un tas de critères. Combien j'ai de personnes? Est-ce qu'il y a une réunion qui est prévue? Pour finalement optimiser quoi? Pas selon un critère de température, mais selon un critère de j'ai envie qu'il fasse entre 19 et 23 degrés quand il y a des gens dans la pièce. Et pas là, et pas à 3 heures du matin, parce qu'avec une règle explicite, à 3 heures du matin, lorsque la température descend sous 19 degrés, je décide de rallumer le chauffage. En fait, ça ne m'intéresse pas. Et donc, en fait, c'est ce changement de paradigme-là que, pour moi, l'IA va amener dans les supply chains. C'est la capacité à prendre des décisions plus fines et opérationnelles, de façon plus intelligente, en exploitant ces outils-là, si on sait le faire. Donc voilà, pour moi, quand on parle d'IA pour la supply chain, voilà de quoi on parle. On parle d'un outil d'aide à la décision qui automatise toute ou partie de process de décision. Et ces outils-là ou cet ensemble de technologies, il n'y a pas la nécessité de formaliser des règles explicites, puisque les règles explicites, il les trouve lui-même dans les exemples, dans les données que vous allez lui donner. Et tout le sujet pour les équipes opérationnelles supply chain, c'est de bien formaliser les décisions que je prends et les impacts de ces décisions, c'est-à-dire de clarifier mon besoin, et d'avoir les exemples et les données pour permettre d'entraîner ces systèmes-là avec l'aide, bien sûr, de personnes qui savent les paramétrer, comme nous le faisons pour les clients. Maintenant, si on fait un tour d'horizon un peu, finalement, c'est quoi les cas d'usage IA dans la supply chain? En fait, ça vient impacter toute la chaîne de valeur. Il y a bien sûr le très classique prévision et planification, donc avoir des modèles de prévision plus fins, à des mailles, à des granularités plus fines, en utilisant des données qui ne sont pas seulement l'historique, mais tout un tas de données externes et d'autres facteurs exogènes. Tout ce qui est autour du sourcing et de l'approvisionnement. Je parlerai tout à l'heure d'un sujet notamment sur la détection du risque de défaut chez les fournisseurs. Tout ce qui est bien sûr gestion de stock et logistique, transport et distribution, et production et maintenance. Donc je vous ai mis un peu de détails, je pourrais partager la présentation s'il y en a qui veulent pour lire un peu plus les cas d'usage. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA pour la supply chain, c'est pas que les prévisions de vente, ça vient impacter toute la chaîne de valeur et ça vient aider à la prise de décision sur toutes les étapes de la supply chain. Et ça sert à faire quoi? Eh bien, ça sert à le niveau 1, on va dire, d'exploitation des données, c'est juste de décrire et d'évaluer les impacts des décisions que j'ai prises de façon rétroactive. Et le niveau le plus avancé, c'est d'être en prescription, c'est-à-dire d'être capable d'anticiper les actions correctives et surtout d'anticiper les risques majeurs ou Alors maintenant, si je vous parle un peu plus précisément de quelques illustrations de cas d'usage. Donc à droite, vous avez les sujets plus optimisation, et à gauche, les sujets que j'ai appelés, comme pour reprendre le paradigme que j'ai pris au début, c'est-à-dire il y a à la fois une problématique d'optimisation, je veux faire au mieux avec le moins de ressources possible, et en même temps, il faut que je puisse m'adapter à l'incertitude et à la volatilité dans laquelle je fais face. Donc si on commence par décrire les cas autour de l'optimisation, ce qu'on a pu réaliser, et pour vous donner des idées, dans l'industrie pharmaceutique, c'est sur l'optimisation de la politique de réapprovisionnement. Donc là, la politique de réapprovisionnement, c'est de se dire, j'ai une grande hétérogénéité de produits, j'ai des lead time variables, j'ai des temps de conservation variables, et en fait, les capacités là, en l'occurrence de l'ERP, avec je rentre juste une valeur de lead time et je rentre juste une vision finalement statique que je remets à jour très peu souvent, elle était totalement obsolète, elle ne permettait pas à la supply chain en fait, de s'adapter en termes de réappro et de niveau de stock. Et donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire avec l'exploitation avancée des données et de l'IA, c'est d'optimiser dynamiquement en fait
ces quantités de réappro pour, encore une fois, in fine, décider les meilleurs, là pour le coup c'était les quantités à réapprovisionner pour optimiser, en l'occurrence là, les niveaux de stock. Un deuxième sujet autour de l'optimisation des espaces de stockage. Donc là, c'était dans l'industrie lourde. Vous imaginez, j'ai des pièces de toutes formes, de tout format, qui ont des contraintes de stockage et d'entreposage qui sont différentes. J'ai des emplacements de stockage au sol ou en l'air qui ont des contraintes aussi particulières les unes et les autres. Et en fait, le problème qu'il y avait avant qu'on mette en place l'outil d'aide à la décision, c'était qu'il y avait des réordonnancements de l'entrepôt parce qu'en fait, je n'avais pas prévu qu'il y avait une pièce de tel format qui allait arriver et que j'avais bouché mon entrepôt avec, sur l'espace. Ce qu'on a aidé à faire, c'est d'exploiter en fait les données qui étaient disponibles, en fait, de savoir quelles sont les pièces qui vont arriver dans les 2-3 semaines, quelles sont les pièces qui vont sortir, et d'optimiser dynamiquement l'allocation de toute nouvelle pièce qui rentre, pas seulement en se disant tiens, aujourd'hui j'ai cette pièce, où est-ce que je vais la mettre, mais en prenant compte à la fois des flux entrants et des flux sortants. D'accord ? Et donc ça, c'est pas un outil qui vient remplacer un ERP, c'est plutôt des outils qui viennent, quand on parle des données là, qui sont utilisées, c'est des données qui viennent des ERP de vos systèmes transactionnels, et nous, on va construire la brique d'intelligence, le moteur décisionnel qui va vous permettre de prendre des meilleures décisions opérationnelles sur l'allocation des nouvelles pièces qui rentrent, parce que tout simplement, vous allez utiliser les informations qui sont à votre disposition et faire des modélisations plus fines. Le troisième point sur l'optimisation, c'est tout ce qui est optimisation de planification. Donc là, c'est dans l'industrie manufacturière. Vous imaginez, vous fabriquez au hasard des pneus. Et donc en fait, ces pneus, il y a une gamme de produits importante. Il faut savoir que par exemple sur les pneus, les véhicules électriques, c'est d'autres types de pneus que les véhicules thermiques. Donc en fait, la gamme de ces produits-là, elle explose. Et en fait, il y a aussi un enjeu de série, c'est-à-dire en fait, j'ai de plus en plus des petites séries. Donc je recherche une agilité industrielle j'ai une gamme de produits qui explose, et en plus je fais des petites séries. Donc derrière, la problématique, c'est mes lead time de production, ils explosent parce qu'en fait, j'ai du mal à gérer les changements de série, etc. Et donc là, ce qu'on a aidé à faire à ce client, c'est d'optimiser justement les décisions de planification justement des différentes séries, encore une fois, en fonction des critères des différents batchs, de ce qu'il y avait dans le carnet de commandes, de ce qui était demandé en sortie, et d'utiliser, de croiser toutes ces données-là pour avoir plus d'intelligence décisionnelle dans la planification et surtout la réoptimisation de la planification de manière dynamique et pas d'être en mode pompier, mince, j'ai telle série, il faut que je la produise vite, mais d'être dans une façon dynamique de réallocation et d'optimisation de la planification. Si je passe maintenant sur la partie plus anticipation, il y a un sujet, je le garde à la fin, c'est ce qui est autour finalement de la prévision, mais d'une façon un peu différente que ce dont on a l'habitude de parler. Par contre, il y a un sujet un peu plus original, je pense, c'est sur l'anticipation des risques fournisseurs. Donc ça, c'est pour des gens qui font, là pour le cas c'était dans l'aéronautique, c'est des gens mais ça pourrait s'appliquer à tous les gens qui ont des panels, une chaîne d'approvisionnement très complexe, et en fait avant l'outil d'aide à la décision, ce qui se passait, c'est que la gestion du risque fournisseur, elle était en mode pompier, c'est-à-dire en fait, il m'arrive un problème avec tel fournisseur, je gère en catastrophe et puis c'est tout en fait. Alors bien sûr, j'ai des plans de gestion, de suivi des fournisseurs, mais c'est fait de façon très statique, c'est-à-dire je vais le voir 2-3 fois par an et puis on se dit tiens alors comment ça va ? Bon ça va, merci. Là, ce qu'on a mis en place, c'est un outil d'aide à la décision sur la priorisation, sur le scoring dynamique des risques fournisseurs, en utilisant toutes les données fournisseurs, donc les données opérationnelles, les delivery on time, est-ce qu'il me livre à temps, est-ce qu'il me livre avec des défauts qualité mineurs, même des données qui avaient été achetées à des assureurs sur où sont situées les usines, est-ce que ce sont des zones à risque, etc. Et donc là, on a une vision finalement avec toutes ces données 360 du fournisseur, et derrière, on peut faire un scoring dynamique du risque associé à chaque fournisseur, et ça aide concrètement les équipes opérationnelles qui sont en charge de la relation fournisseur à optimiser et surtout à anticiper les risques potentiels et à prioriser dans leur portefeuille de 100-200 fournisseurs quel est le top 10 de fournisseurs sur lesquels je vais me concentrer là dans le mois à venir parce que c'est celui-là sur lequel il y a le plus gros risque. D'accord ? Et avant cet outil-là, la façon de prioriser les risques fournisseurs, c'était à peu près au doigt mouillé. Donc voilà là, un autre exemple qui est, je pense, original et dont on ne parle pas souvent. Et puis le dernier, c'est sur l'amélioration du taux de service. Alors derrière, j'aurais pu dire prévision de vente, mais volontairement, je parle d'amélioration du taux de service.
Parce qu'aujourd'hui, quand on a une approche des prévisions de vente, on a une approche des prévisions de vente avec une seule valeur. Donc, c'est-à-dire, on cherche à prévoir les ventes, une valeur. Nous, là, ce qu'on a pu mettre en place, c'est ce que j'ai voulu un peu schématiser par le graphique qui est juste en dessous, c'est une approche probabiliste, en fait, de la prévision. C'est-à-dire, le but, c'est pas d'avoir une valeur. Le but, c'est de connaître, de savoir avoir une distribution, c'est-à-dire les différents scénarios possibles de demande, et de pouvoir savoir si je me trompe de 2% de prévision, mais que ça n'a pas d'impact derrière sur le nombre de camions que j'ai à prévoir pour livrer mes clients, c'est pas très grave. L'erreur, elle ne me coûte pas très cher. Par contre, si je me trompe de 1%, mais que derrière, je dois affréter 2 autres camions, un autre camion, ça c'est une erreur qui coûte cher. D'accord ? Et donc, du coup, en fait, dans l'approche de prévision probabiliste, on va utiliser des modélisations qui vont permettre aux gens de vraiment décider en fonction de différents scénarios et surtout d'avoir une approche où je ne vais pas juste prévoir une valeur, mais je vais prévoir une distribution de ce qui peut se passer. Et ça va m'aider à décider concrètement, opérationnellement, les impacts derrière de ce qui se passe après la prévision des ventes. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer... Donc là, je vous ai montré un peu des cas d'usage supply chain. Donc ça ne se met pas en place en un claquement de doigts, mais c'est des choses qui vont avoir un impact concret sur les process supply. Et ce que je voulais aussi faire, c'est vous montrer des choses hyper actionnables. Qui a rédigé des modes opératoires dans vos équipes? Ok. Qui aime rédiger des modes opératoires? Qui a des modes opératoires à jour? Bon, il y en a. Bon, j'arrête. Donc, ce que je vais vous montrer, je vais vous le montrer sous forme de petite vidéo, mais je sais pas. Bon, je ne veux pas casser le timing et je n'étais pas trop sûr de la qualité de la connexion. Je vais essayer de le faire comme ça. Je vais vous le décrire en même temps. En fait, c'est un petit agent qu'on a développé et qui fait... Alors, hop, je vais faire juste pause pour vous expliquer. Donc, c'est un petit agent, là, pour le coup, on est sur de l'IA génératif, tout ChatGPT, tout ce que vous connaissez, mais c'est un agent qui est spécialisé sur la rédaction de procédures. Et donc, en fait, vous voyez, là, vous voyez pas, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé le référentiel Supply Chain Plus, parce que je veux que ma supply chain elle soit hyper performante. D'accord. Et là, je lui ai demandé quoi? Je lui ai juste demandé, donc là, on l'a juste entraîné sur rédiger des procédures opératoires, d'accord. Donc, vous pourriez tout à fait imaginer prendre toutes vos procédures et on pourrait entraîner cet agent-là sur vos procédures à vous. Il serait d'autant plus pertinent, d'accord. Mais là, bon, moi, j'ai pas toutes vos procédures, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et là, je lui demande quoi? Donc, pour ceux qui sont au fond, c'est peut-être un peu petit. Je lui dis, bah voilà, je t'ai mis en PDF le référentiel Supply Chain Plus. Est-ce que tu peux me rédiger un mode opératoire pour aider mon entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire, donc je lui précise ça, mais je pourrais ne pas le faire, à respecter le critère sur la fiabilité des prévisions, je crois que j'ai choisi. Après, ça pourrait être n'importe quel critère, je n'ai pas mis plus. Spécialisé sur la rédaction de procédures, parce que c'est quand même pénible, pardon. Et donc après, en fait, ce qu'il va me faire, c'est me générer un mode opératoire. Alors, je vous laisserai juger de la qualité. Est-ce que vous le trouvez bien, pas bien? Je ne sais pas, il est probablement perfectible. Ce que je voulais juste illustrer là, c'est que là, je ne vais pas donner beaucoup d'informations. Vous voyez, il est quand même capable de sortir un premier résultat, une V0, et d'amorcer la chose. Et après, bien sûr, dans un workflow très concret, ça serait derrière de pouvoir l'adapter, et ça, c'est tout à fait faisable. Je ne vous dis pas que ça va être bon à 100%, mais ça donne une première base. Et là, je l'ai fait en 30 secondes pour celle-là. Et je ne vais pas donner tant d'informations que ça, parce que je ne suis pas un grand expert de la supply chain, mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui pourraient nous aider à mieux l'entraîner. Et donc derrière, voilà, j'ai un premier mode opératoire. Donc ça, c'est hyper simple à faire. C'est pas très compliqué, c'est accessible, c'est quelque chose que vous pouvez toucher du doigt de façon très pragmatique. Vous avez des questions? Une petite question. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'un outil de gestion du risque fournisseur. Ouais. Est-ce que c'est une solution qui est déjà en œuvre chez certains, ouais. Dans certaines entreprises? Oui. Dans quel domaine? Dans l'aéronautique, et donc nous on est vraiment sur de la solution personnalisée, c'est-à-dire on ne va pas vous dire tenez, on vous réplique telle quelle la solution, parce que notre conviction c'est que le risque fournisseur dans l'aéronautique, c'est peut-être pas les mêmes données, c'est pas la même notion, etc. qu'un autre.
Par contre, ce qu'on fait, c'est on réutilise on a un socle technologique qu'on réutilise, bien sûr. Mais voilà. Mais donc oui, c'est en œuvre dans l'aéronautique. Dans l'aéronautique, il y a eu le pilotage de risque fournisseur. Là, on s'avait dit que c'était fait au plus bonheur la chance, la priorisation. Aujourd'hui, la priorisation, elle a permis de réduire le nombre de manquants, par exemple. Alors, oui, elle a permis de réduire. En fait, là, le risque fournisseur, c'était surtout d'éviter des risques de défauts majeurs de qualité qui coûtaient plus cher. Donc, ça a permis de réduire de 20% l'occurrence de ces risques-là. Et sur les manquants, c'est un autre sujet qu'on a traité, mais c'est plus sur prédire les retards de délai de livraison fournisseur pour derrière prendre des meilleures décisions sur le réagencement. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que là, la notion de risque fournisseur telle qu'elle était, c'était pas exactement sur les manquants, c'était un risque opérationnel un peu plus global, plutôt un sujet de qualité. J'ai une question aussi. Ouais. Toujours sur le même sujet, parce que pour évaluer ces risques fournisseurs, j'imagine que vous prenez des données, on va dire, exogènes. Oui. Est-ce que ça, c'est pas la complexité finalement de récupérer les informations et les données qui vont permettre d'évaluer le risque? Alors, on ne prend pas que des données exogènes, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas comment vous gérez, enfin, dans quel secteur vous êtes ou pas, mais là, par exemple, dans l'aéronautique, ils avaient déjà en fait des informations sur les fournisseurs. Est-ce qu'ils me livrent à temps? Je citais le delivery on time, ou est-ce qu'ils me livrent à temps? Enfin, il y a déjà tout un tas d'informations transactionnelles sur le fournisseur. Donc, le score de risque, il s'appuyait sur ces données internes qui sont dynamiques, mais aussi sur des variables exogènes. Mais on aurait pu le faire que sur des données internes. Et l'autre point important à retenir, c'est aussi que le but, c'est pas de faire un effet Big Bang. Avant, je faisais rien, maintenant, je fais tout. C'est d'y aller par étapes et de se dire, en gros, le pari que je prends. Moi, je sais pas vous dire le niveau de précision qu'on est capable d'avoir et le niveau d'amélioration qu'on peut avoir tant que j'ai pas un peu regardé comment vous fonctionnez. Par contre, la certitude que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, avec les données en l'état, sans ajouter une donnée de plus et de qualité que vous avez, je suis sûr que vous les sous-exploitez et qu'on peut éclairer vos prises de décision opérationnelles avec les données en l'état. D'accord? Et ça, c'est une promesse que je peux vous faire. Et je trouve que souvent on se met des barrières sur se dire ah ouais mais on veut penser tout de suite l'effet Big Bang de l'IA, alors qu'il y a des petits pas à penser, et bien sûr qu'il faut penser grand et se dire bah, où est-ce que je veux aller, le process il ressemble à ça, mais c'est comme le référentiel supply chain plus, on saute pas de 0 à 4, on peut y aller par étapes, il y a des paliers, et ces paliers là on peut les penser, les adapter. Oui. Est-ce que ça vous a déjà amené à vous dire cette base de données je ne l'ai pas, je vais la créer? Il faut créer une base de données pour pouvoir aller pallier un trou dans la raquette. Ouais. Quand vous dites créer une base de données, qu'est-ce que vous mettez derrière? Par exemple, je veux optimiser une production suite à une logistique, oui. Et que je n'ai pas assez de données sur les contraintes de planification ou d'aménagement. Oui. Ça a besoin de créer, par exemple. Oui, alors il y a deux sujets dans ce que vous dites. Il y a des fois, l'information est présente, mais elle n'est pas structurée de la bonne manière. Donc ça, évidemment, mais ça, c'est le plus simple. Et après, il y a je ne collecte pas cette information aujourd'hui. Je ne mesure pas cette donnée-là. Et oui, si on voit que ça vaut le coup et que ça peut avoir un intérêt, oui, on peut le faire. Aujourd'hui, le sujet de création de la donnée, vous savez que 85% des données qui sont créées là dans le monde, elles ont été sur les 2 dernières années. Donc à l'échelle d'une entreprise, c'est pareil en fait. Le sujet de captation de la donnée, c'est pas un sujet aujourd'hui. Si on identifie un cas d'usage et qu'on se dit vraiment il nous faut cette donnée-là, eh ben, on met en place les mesures qu'il faut et puis dans 6-12 mois, on commence à avoir des choses pour avancer. Donc ça revient à la trajectoire un peu à penser. Bien sûr, ça fait partie des contraintes et des choses qu'il faut regarder, mais c'est pas un bloquant majeur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, je vous montre un dernier petit exemple et puis après... hop, oui. Ça peut être d'autres formats. Donc là, j'ai plutôt orienté supply chain ERP, mais on a pu faire sur plus globalement les opérations. Gérer des commandes, par exemple, ou des devis. Je reçois un mail, il y a un devis en PDF, je l'extrais. Enfin, voilà, tout des process d'automatisation autour de ça, où un fournisseur me répond dans un mail un peu bizarre, et puis je récupère l'information et la mettre ailleurs ou m'en servir pour autre chose. Voilà, ça, c'est pas un problème aujourd'hui. On est capable de gérer. C'est pas un sujet. Le format de la donnée, ça se gère. Oui. Oui. Alors, ordre de grandeur,
environ 3 mois pour avoir quelque chose une première version fonctionnelle qui commence à amener de la valeur. On ne parle pas de 12 mois. Et pourquoi on peut aller aussi vite? Parce qu'on a une méthode, on a vraiment une approche de conseil outillé, c'est-à-dire en fait on a une méthode conseil pour rapidement identifier les bons sujets, cadrer, et puis sur la partie réalisation, on gagne du temps parce qu'on a une stack techno qui nous permet de se connecter à vos données, les transformer, faire les modèles qui vont bien, qui vous vont bien, et après pouvoir vous les exposer sous forme d'API pour les réintégrer chez vous. Si vous voulez les réintégrer dans votre ERP, c'est possible. Si vous voulez les réintégrer dans un Power BI, c'est possible. Si vous voulez qu'on les réintègre sous un autre format, voilà, c'est possible aussi. Donc, ordre de grandeur, 3 mois. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Est-ce que je peux demander en anglais? Ouais, yes, of course. So you said that AI is based on rules that are not written, right? And how do you deal with clients that are interested in understanding why certain decisions are made? So in other words, with the model interpretability. Okay, that's a good question. So I answer in English and then in French, or you understand? Ah, c'est bon en français, ok. Donc la question c'est sur l'interprétabilité des modèles. C'est un très bon point. Et c'est intimement lié à la notion de décision. Donc comment on fait sur la notion de risque? On a même, finalement, on a fait une modélisation qui était moins précise en termes de capter des risques, mais qui était plus interprétable. Et on a fait ça pas parce que, on a fait ça parce que sinon ça n'aurait pas été adopté par les équipes opérationnelles. Donc comment on gère ça? Ça fait partie des dimensions du projet à gérer, de se dire, en fait, à partir du moment où c'est des outils d'aide à la décision, et qu'il y a derrière quelqu'un des gens qui prennent la décision, il faut que les gens aient confiance là-dedans. Donc si la confiance, elle passe par une notion d'interprétabilité, il y a des approches pour le faire, et on le fait, même si c'est au détriment parfois de la performance pure, mais en fait c'est au détriment de la performance pure du modèle, mais c'est au bénéfice de la performance globale du process. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la performance globale du process. Ok, d'autres questions? Si on a une... Ok, je finis. Dernier petit exemple. Donc là, c'est... Donc pareil, là c'est un petit bot qui fait... c'est pour vous montrer en fait demain à quoi ça pourrait ressembler l'interaction avec vos données supply chain. Et je pense qu'on n'en est pas si loin. Donc là, je lui mets un jeu de données. Là, vous voyez, il y a une feuille de calcul, un train CSV, bref. Donc vous imaginez un jeu. Je lui ai mis les historiques de vente dans un magasin, d'accord, dans un magasin. Et donc l'agent là, il a été entraîné. Vous voyez son nom, Advanced Data Analyst. C'est entraîné sur faire de l'analyse de données. C'est un peu le data analyst à côté de vous, quoi. D'accord ? Vous avez juste à lui parler en français et il comprend. Donc, je vais avancer pour pas qu'on... C'est la partie la plus intéressante là. Voilà. Donc déjà, je lui charge le jeu de données, il me montre un peu un exemple, et puis après il me dit... donc là il le fait en anglais, mais bon, bref, j'aurais pu le mettre en français. Il me dit un peu ce que contient le fichier, donc la structure de la base. Ça, si je pourrais le brancher aussi sur une base SQL ou autre. Et puis, là, je vais lui poser la question, par exemple, le genre de question que je peux me poser sur ce genre de jeu de données, c'est le magasin le plus performant sur la période. Je n'ai pas envie d'aller regarder dans toutes les données, croiser, etc. Donc là, je lui pose la question. Il va mettre un peu de temps pour réfléchir, et puis il va me donner la réponse du magasin et combien il a vendu sur la période. D'accord ? Et puis là, je me dis, bon, alors ça, vous pouvez me dire, bon, c'est pas très impressionnant. Et puis, en fait, j'ai un comité de direction à préparer. Du coup, je veux une représentation graphique de l'évolution des ventes du meilleur magasin, du moins bon et des ventes moyennes. Donc, je vais lui demander de faire ça. D'accord ? Je lui dis du meilleur magasin, du moins bon et du magasin moyen sur la période considérée. Et je précise que c'est sur le même graphique. Là, pareil, il réfléchit un peu. Puis il va me donner le graphique qui va bien. Alors, de mémoire, il n'était pas magnifique, voilà. Mais je pourrais le retravailler, d'accord ? Mais dans l'idée, c'est ça. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, demain, et j'ai même envie de dire aujourd'hui, on peut déjà très facilement interagir avec ces données en langage naturel. Et je pense que ça, en termes d'aide à prise à la décision, ça va grandement aider les équipes opérationnelles et les équipes supply chain. Merci. Oui. Une question peut-être.
termes de confidentialité des données? Ok, en termes de très bonne question. Donc ça, en termes de confidentialité des données, si je le fais sur des chats GPT-like, eh ben mes données, elles sont Cloud Act, elles sont soi-disant, quand on a la version payante, nous on a la version payante, elles ne sont pas utilisées pour réentraînement. Honnêtement, mon point de vue, c'est je n'y crois pas, mais ça regarde. Maintenant, quand on le fait pour des clients avec des contraintes de sécurité, on peut faire des chats GPT-like, d'accord? Les technologies, elles existent, elles sont open source. Le seul sujet, c'est de savoir les assembler comme des briques de Lego. Donc on est capable de le faire dans votre environnement sécurisé, sans connexion à Internet si vous voulez. Si c'est des contraintes que vous avez, c'est pas un problème. Ce qu'il faut retenir là, c'est le potentiel et les fonctionnalités. Les briques technologiques, elles existent, elles sont là, elles sont disponibles. Elles ne l'ont jamais autant été. Il n'y a plus de barrière à l'entrée en termes on va dire, d'investissement financier important.